Bonjour, bonjour, ah ah. Vous ne m'attendiez pas, là, après le déconfinement, comme ça, au débeauté. Eh ben si, eh ben si. Parce que j'ai pas fini mes thèmes et que j'ai encore envie d'apprendre et j'ai encore envie de transmettre et j'ai encore envie de vous présenter quelqu'un de nouveau, enfin j'espère qu'il sera nouveau pour vous, peut-être que vous le connaissez. Alors il va falloir que je me concentre puisque le thème du jour est l'astronomie et que il faut que je trouve le studio de poche. Bien sûr, il ne s'appelle pas le studio de poche, mais c'est son compte Instagram. Normalement, il m'a fait une demande. Alors, chers amis, ça sert à rien de me faire une demande puisque aujourd'hui, je reçois Arnaud Thierry. Sauf si vous êtes spécialiste en astronomie et auquel cas on peut discuter, il n'y a pas de souci. Mais je pense que lui saura un tout petit peu plus répondre à tous nos questionnements et tout ce que vous m'avez mis en message privé qui est vraiment foisonnant. J'ai l'impression que ce thème vous plaît énormément. Donc, je viens de le voir, donc je le connecte. Une chaîne qui s'appelle Astronogeek qui a maintenant plus de 600. Il est là, magnifique. Ouais, j'ai un peu galéré à trouver. Il n'y a aucun problème. J'étais vraiment extrêmement concentrée sur ton profil. Ouais, j'ai pas mes habitudes avec Instagram, ça fait un peu le boomer, tu sais, qui cherche le bon bouton, ou tu sais, qui filme comme ça. Salut, c'est mamie. Voilà, écoute, on t'en voudra pas. En tout cas, sur YouTube, tu déchires et merci pour ta chaîne. Ça fait plaisir d'avoir du contenu aussi intelligent sur YouTube. Bah, écoute, merci. C'est moi qui le dis. Tu m'as pas payé pour que je le dise, tu m'as pas demandé de Non, t'inviter, c'est moi spontanément non, qui l'ai fait, donc c'est sincère. absolument. Je sors complètement de ma zone de confort, cher Arnaud, parce que autant je suis calée en cinéma, autant je suis assez calée en musique, autant l'astronomie, j'en ai des vagues idées d'enfance et d'émerveillement, mais j'avais pas de notion concrète. Et du coup, tu m'as permis de passer une journée sur du savoir concret et ça m'a extrêmement plu en fait. J'ai pas arrêté de dire, oh, c'est vachement intéressant quand même. Voilà. Bah écoute, parfait. Après, l'astronomie, c'est souvent le rapport que les gens y ont, c'est-à-dire que bah, ça peut être extrêmement velu, hein, si tu te mets à calculer une orbite ou un truc comme ça peut être très très chiant. Faut vraiment être un matheux. Mais pour autant, il y a tellement d'histoires à raconter, tellement d'anecdotes, de trucs comme ça que tu peux totalement y intéresser le grand public. N'importe qui n'a jamais mis l'œil dans un télescope, tu peux totalement lui dire, voilà, il y a telle histoire, il s'est passé tel truc, il existe telle chose, et le tenir pendant des heures sans jamais le lasser, quoi. Alors, tu m'as demandé au téléphone de te couper parce que tu étais quelqu'un qui, en tout cas, qui développait beaucoup les choses. Et comme Oui. l'intérêt, c'est de vous apprendre le maximum de facts en un temps donné, je vais être obligée de temps en temps de le recadrer, mais j'ai son autorisation. C'est lui qui m'a demandé de faire un peu la police dans ce débat. Oui, je suis du genre logoréique, hein. Moi, si tu me lances, je ne m'arrête plus, donc il vaut mieux, il vaut mieux. Alors, je vais commencer par des petits faits que j'ai trouvés et tu m'arrêtes si je me trompe. Vas-y. Moi, j'ai toujours été fascinée par les trous Est-ce noirs. que ça marche comme ça? Non, c'est pas terrible, j'ai des chutes de En traviole. général, tu ferais mieux d'être à la verticale. Après, c'est toi qui vois, hein, si tu as envie Non, d'être. mais parce que là, je suis bras tendu, tu vois, donc je pense que au bout d'un moment, je vais fatiguer, il faut que je trouve un support. Mais vas-y, Alors, continue, hein, tu me dis. Alors, les trous noirs, en gros, tout, tout ce qu'il absorbe lui fait gagner en masse et en énergie. Donc, pour s'en débarrasser, entre guillemets, il a qu'un seul ennemi, c'est le temps. Parce qu'au bout d'un moment, il s'épuise, étant donné qu'il perd un peu que son énergie s'évapore, tu vois, au fur et à mesure. Et donc, ça, on doit ça à Stephen Hawking, qui dit Alors, qu'en fait, t'as pas pris le truc le plus simple, hein, pour commencer. non, mais j'ai toujours été intéressée par les trous noirs et je me suis dit qu'en gros, bah si, je comprends ça, c'est-à-dire qu'avec le temps, s'il s'évapore, il perd un peu de sa masse au fur et à mesure, c'est qu'il finit finalement par diminuer et s'amoindrir. Non? Alors, ouais, mais il faut tout de suite dire qu'on parle de périodes de temps à côté desquelles l'éternité, c'est presque court. Parce que là, on parle, l'évaporation des trous noirs, on parle d'échelle de temps de l'ordre de 100, de 10 puissance 100 milliards d'années, quoi. D'accord. C'est absolument inconcevable. C'est l'univers actuellement à 13,8 milliards d'années. Et là, on parle de 10 puissance 100 milliards d'années.
Donc c'est juste bon. Et alors, ce que tu dis, c'est absolument vrai. Enfin, c'est vrai d'après les modèles du monde qu'on a aujourd'hui. On ne sait pas. Mais Stephen Hawking a beaucoup travaillé là-dessus. Effectivement, c'est à lui qu'on le doit. Et ce qu'il nous dit, c'est ça. Dans le vide se créent spontanément des particules et des antiparticules tout le temps. Et l'instant d'après, elles s'annihilent. Donc elles se créent, pouf, et elles se réannihilent. Voilà, ça tout le temps. Et Stephen Hawking nous dit, à l'horizon d'un trou noir, donc l'horizon des événements d'un trou noir, c'est la frontière, quand tu la passes, tu peux plus revenir. Voilà. Ok. Si tu es à l'horizon, au niveau de l'horizon d'un trou noir, c'est velu, hein. On a commencé par un truc super velu. Si tu es à l'horizon d'un trou noir, ces deux particules qui se créent spontanément et qui s'annihilent, bah, il y en a une qui risque de se créer d'un côté de l'horizon du trou noir et l'autre de l'autre. Donc il y en a une qui va être aspirée par le trou noir et l'autre qui va se barrer. Et donc ça va créer un rayonnement à partir du trou noir. Et ce rayonnement, c'est la manière par laquelle il va perdre un petit peu de son énergie, de sa masse. Sauf que là, on parle effectivement de durée de temps. C'est la dernière chose qui se passera dans l'univers. Quand tout le reste aura cessé d'exister, la dernière chose qui se passera, c'est l'évaporation des trous noirs. Ok. Et effectivement, c'est la seule manière la seule manière qui pourrait disparaître. Et encore, on n'est pas sûr parce que c'est une théorie qui se base sur notre conception actuelle de l'univers, qui, on le sait, n'est pas complète. Donc, Qui va voilà. évoluer. Ok. Ok. C'est- Mais c'était très concis. Ça me va bien. Je vais aller un tout petit peu plus rapidement. On se plaint souvent des variations de température sur Terre entre l'hiver, l'été, etc. Surtout quand tu vis à Montréal, comme j'ai vécu pendant 2 ans et qui fait méga froid. Mais on est plutôt bien lotis parce que sur Mercure, il fait en moyenne, tu le sais ça, combien de degrés par jour? Alors, j'ai plus la valeur exacte en tête, mais on est sur de l'ordre de plus 250 au soleil et quasi moins 200 à l'ombre, un truc comme ça. Alors, sur Mercure, 425 degrés le jour et moins Ouais, voilà. 180 la nuit. Bon, j'étais pas trop loin. Mais alors, je vais compléter en disant que un jour sur Mercure dure 2 ans. Alors, c'est pareil, c'est compliqué, mais Mercure tourne très lentement sur elle-même, tellement lentement qu'elle tourne plus vite autour du Soleil. Donc, une journée sur Mercure dure 2 ans. Et donc, euh, au Soleil, il n'y a pas d'atmosphère sur Mercure, donc il n'y a rien qui retient la lumière du Soleil de taper. Mais comme il n'y a pas d'atmosphère, du côté ombragé, il n'y a rien non plus qui empêche la chaleur de se barrer. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi sur la Lune, c'est le même phénomène, sur la Lune, il y a une couche de poussière qu'on appelle le régolithe lunaire. Et quand les astronautes sont allés là-bas, ils en ont foutu partout. C'était une poussière collante qui ressemble à de la cendre et qui se mettait absolument partout. Et sur Mercure, c'est pareil. Pourquoi? Parce que quand il fait très chaud à un moment et très froid à un autre, ben c'est comme chez. Enfin, non, c'est pas le même phénomène. J'allais dire en hiver, tu as les pierres qui cassent chez nous, mais c'est parce que le gel est dedans et qui fait exploser les pierres. Non, c'est pas le phénomène, donc je dis une connerie. Euh, sur Mercure, parce que bon, tu dis il fait 400 degrés au soleil, mais il faut savoir qu'il fait 400 degrés au soleil, mais d'un côté des pierres, le côté au soleil. Mais le côté des pierres qui est à l'ombre, il est à quasiment moins 200 degrés. Et donc, cette différence de température fait tellement travailler la roche qu'elle casse. Et ça donne des cailloux. Et les cailloux cassent, ça donne du gravier. Le gravier casse, ça donne du sable. Le sable casse, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une poussière extrêmement fine à la surface de ces astres, qu'on appelle le régolithe. Voilà. Rigolite. Sur Vénus, c'est 500 degrés tout le temps. Alors, Vénus, c'est différent parce que, comme je te le disais, Mercure n'ayant pas d'atmosphère, on se retrouve avec une température euh, relativement basse. Hein, tu vois les guillemets, là, j'en mets plein. Hein. Vénus, elle a beau être plus loin du Soleil et recevoir moins d'énergie du Soleil, elle a une atmosphère. Et non seulement elle a une atmosphère, mais elle a une atmosphère extrêmement dense. Elle est, que je dise pas de conneries, 80 fois plus dense que sur Terre, me semble. Et surtout, son atmosphère est quasi exclusivement faite de CO2. CO2 qui est un gaz à effet de serre. Donc toute l'énergie qu'elle reçoit, enfin non pas toute l'énergie qu'elle reçoit, mais une grande partie de l'énergie qu'elle reçoit, elle la garde. Et c'est pour ça que c'est la planète la plus chaude du système solaire, même si ça n'est pas la planète la plus proche du Proche Soleil. du Soleil. Exact. Sur Jupiter, il y a un cyclone de 15 000 km de diamètre.
en permanence et c'est le diamètre de la Terre, juste pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur. Voilà. Absolument. Alors, figure-toi que c'est la vidéo sur laquelle je suis en train de travailler aujourd'hui, mais elle sortira pas avant fin d'année. Mais alors, ce cyclone, on l'appelle la Grande Tache Rouge. Il a été découvert par l'astronome Cassini 50 ans après que Galilée ait lui-même commencé à observer le ciel avec sa lunette. Et à l'époque, déjà, la Grande Tache Rouge faisait à peu près 15 000 km, grosso merdo la taille de la Terre. Et quelque chose comme, attends, c'était quand? C'était fin des années 1800. Les premiers dessins ont été faits par les astronomes de cette Grande Tache Rouge. Et là, elle était 3 fois plus grosse. 3 fois plus grosse que ce qu'elle est aujourd'hui. Ah ouais. Et c'est surtout à cette époque-là qu'on lui a donné le nom de Grande Tache Rouge, parce qu'avant, elle était un peu gris marronasse, de la couleur du reste des nuages. On la distinguait pas très bien. Et fin des années 1800, elle s'est mise à pétarader. Et là, on l'a nommée la Grande Tache Rouge. Et depuis cette période, elle diminue de nouveau en taille. Et aujourd'hui, elle ne fait de nouveau plus qu'une fois la taille de la Terre, ce qui fait qu'on pourra parfois entendre que la Grande Tache Rouge va bientôt disparaître, etc. Mais a priori, non. Parce que autant elle a diminué en taille, autant la vitesse de ses vents a doublé depuis qu'on en fait des mesures. Donc, ça pourrait vouloir dire que comme pour les cyclones sur Terre, plus les vents vont vite, plus l'œil est petit. Enfin, ça pourrait être un phénomène comme ça. On ne sait pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est que dans les années 30, alors je ne sais plus comment s'appelait cet astronome, il y a un astronome qui a découvert de petits cyclones à la surface enfin dans l'atmosphère de Jupiter, mais vraiment rikiki, qui se sont formés à peu près dans les années 30. Il les a quasiment vus se former. Et en 98, il y en a 2 qui ont fusionné. Je crois en 2005, le 3e a fusionné avec les 2 autres, et ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent. Et maintenant, on les appelle la Grande Tache Rouge Junior, parce qu'ils sont quasiment par moment aussi grands et aussi rouges que la Grande Tache Rouge. Et ce qui nous fait dire, alors, est-ce que la Grande Tache Rouge, elle n'aurait pas déjà un successeur finalement? Est-ce que quand on dit elle grandit, elle rétrécit, est-ce qu'elle n'aurait pas disparu par le passé? Est-ce qu'elle ne serait pas réapparue parce qu'on en a perdu la trace dans l'histoire? Est-ce qu'elle ne serait pas réapparue? Mais en fait, est-ce que ça ne serait pas finalement un autre cyclone? Est-ce que là, on ne serait pas en train de voir son descendant se former en fait? J'ai toujours beaucoup de choses à raconter sur ces histoires-là. Yes, non, mais c'est très intéressant. Attends, j'espère que ça vous plaît parce que là, vous avez le spécialiste français. Non, en tout cas, voilà, c'est un sujet qui est important. Alors, il y en a qui disent, je m'en fiche de l'astronomie. Bah, si vous n'aimez pas, vous avez, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est quand même bien plus passionnant que c'est l'immensité enfin, ça nous fait nous sentir tout petits. C'est certes vertigineux, mais c'est ô combien passionnant. Moi, j'ai passé 24 heures dessus là et je trouve qu'il faut savoir ces choses-là. Alors après, on essaie de vulgariser au maximum pour pas rentrer trop dans les détails, pour pas vous perdre, parce que effectivement, c'est un peu comment on dit, une initiation à l'astronomie qu'on propose là. Il y a un truc que j'adore. Alors, j'adore Thomas Pesquet. En gros, la station spatiale internationale, je l'ai vue cet été. De 7, on l'a vu passer. Ouais. Et elle orbite autour de la Terre à la vitesse de 28 000 km/h. Ce qui fait à peu près 8 km par seconde. Voilà, 8 km par seconde. Et en gros, donc, elle fait le tour de la Terre en à peine plus d'1h30, on va dire. C'est ça. Gros. Donc, elle fait 16 orbites complètes par jour. Moi, je suis fascinée par ça. Je trouve ça dingue parce que tu la regardes et hop, elle est déjà en Asie, quoi. Enfin, non, mais surtout, vraiment... ce qu'il faut se dire, c'est que ses occupants, du coup, voient 16 levées et couchers de soleil par jour. C'est ça. Et ben, c'est ce que racontait Thomas Pesquet. C'est-à-dire, en 24 heures, il voit 16 couchers de soleil et levées. Mais ça doit être tellement genre... Émotionnellement, j'arrive même pas à concevoir comment on peut ne pas pleurer 16 fois, quoi. C'est aussi des levées et des couchers de soleil qui sont beaucoup plus rapides que sur Terre. Parce que forcément, chez nous, le lever de soleil, il prend le temps qu'il faut parce que la Terre tourne. Mais là, vu qu'ils vont 16 fois plus vite, le soleil se lève 16 fois plus vite aussi. Et se couche 16 fois plus vite. C'est dingue. Ils ont des jours de 45 minutes. Moi, je crois que j'ai vraiment raté ma vocation rien que... En fait, je voudrais être Thomas, quoi. Alors, si tu veux être Thomas, sache qu'il y a des concours qui sont ouverts régulièrement, je crois je sais plus tous les combien de temps, mais régulièrement, en fait, c'est comme ça qu'on recrute les astronautes, sur concours. Donc, tu peux te présenter au concours, mais c'est balèze.
Et outre le fait que tu sois... Non, Mais mais t'as pas le le pire, niveau, c'est meuf. que... Clairement, t'as pas le niveau. Non, 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 c'est pas que t'as pas le niveau, c'est que il y a un truc qui est un peu traître là-dedans, c'est que comme il y a énormément de candidats, parce que bah il y a plein de gens qui veulent aller dans l'espace, donc évidemment il y a des très bons qui viennent, mais très bon on peut le devenir, hein, bon, ça demande beaucoup de travail, hein, moi perso j'aurais pas la patience, mais on peut le devenir. Par contre le truc qui est traître, c'est que une fois que tu te retrouves parmi les meilleurs, ils prennent celui qui est en meilleure santé. Mais Évidemment. ça peut être des conneries. Il y a dans les affections quotidiennes qu'on a tous, genre, tu as une légère scoliose, tu fais un peu d'asthme, des conneries comme ça, il n'y a rien qui empêche d'aller dans l'espace. Cette condition de santé-là n'empêche pas d'aller dans l'espace. Mais par contre, quand tu es une agence spatiale et que tu as le choix, bah, tu prends le meilleur. Donc, sur les centaines de candidats qui sont excellents, eh ben, ils vont prendre celui qui a une santé absolument parfaite ou la plus parfaite possible, etc. Et donc, tout le monde se fait toujours recaler sur une connerie, quoi. Moi, Et, et- tout est nickel chez moi, sauf que je suis un peu astigmate, d'où mes lunettes ah ben sales. c'est mort, t'as des C'est lunettes, c'est mort! mort. Ah J'ai ben oui, c'est tout mort. astigmate! Mais c'est le seul problème que j'ai. Sinon, genre, tout est nickel, quoi. Je suis hyper sportive, hyper en forme et tout. Mais astigmatie, c'est mort. Ah ben oui, mais parce qu'il y aura une autre Bon, bah, personne qui sera aussi en forme physique, mais elle ne sera pas astigmate. Donc elle va être prise avant toi. C'est le ok, truc, d'accord. c'est Pas le truc grave. super con, en fait, Je jouerai avec ce dans genre un de film concours. dans l'espace, ça m'ira très bien. Ça, ça me suffit. Mais après, on peut Euh, garder, toi et moi, on peut garder espoir en se disant qu'avec un peu de chance, d'ici quelques dizaines d'années, aller dans l'espace, ça sera beaucoup plus simple. J'y crois pas trop, mais on peut espérer. Et à ce moment-là, il y aura tellement de gens qui pourront aller dans l'espace que bah, du coup, ça sera OK. Voilà. ouais. J'ai une info pour toi. Les extraterrestres existent. Alors, on n'a aucune raison de penser qu'il n'existe pas. Alors attends, je Mais, finis ma phrase. En fait, vas-y. c'était un petit jeu. Ah, C'est oui, parce qu'il y a des cafards qui ont été conçus à bord d'un satellite. Et donc, ils ont passé leur vie dans l'espace. Donc, ils ont été conçus hors de la planète Terre. Donc, ce sont des extraterrestres. techniquement, oui. Techniquement, oui. Et d'ailleurs, alors, il y a un truc qui revient souvent, et autant que j'en parle. Tu as déjà entendu parler des tardigrades? Ouais. Ouais, alors les tardigrades, c'est les petites bestioles, c'est les stars d'Internet parce que ben, on dit qu'elles sont capables de vivre dans l'espace, ce qui est faux. Elles sont capables de survivre dans l'espace. C'est-à-dire que quand tu les fous dans le vide spatial par les températures moins 150 degrés, machin, ils entrent dans une forme de stase. Comment ça s'appelle? Alors j'ai perdu le nom. Mais bon, peu importe. Le fait est qu'ils se recroquevillent sur eux-mêmes, ils s'assèchent et ils attendent. Tu vois, en espèce d'hibernation, si tu veux. Donc ils ne vivent pas, ils survivent. Et quelques-uns survivent, pas tous. Mais par contre, c'est vrai qu'on a ramené, on a lancé une sonde. Alors pareil, je vais éviter de dire une connerie. Comment est-ce qu'elle s'appelait, cette sonde? C'était une sonde russe. Peu importe. Ils ont envoyé cette sonde avec des tardigrades à bord. Ils les ont exposés au vide spatial pendant plusieurs semaines. Ils les ont ramenés. Et oh, surprise, ils ont réussi à en réveiller un bon paquet. Ce qui fait donc dire que les tardigrades sont capables de survivre dans le vide spatial. On a aussi retrouvé, alors c'était pendant la mission Apollo 12. On Apollo parle des 12, extraterrestres, les amis. ouais, alors pendant la mission Apollo 12, une des nombreuses tâches qu'ils avaient à faire, c'était de se poser très précisément. Parce que Apollo 11, ils se sont posés là où ça allait, hein. Ils se sont viandés de, je crois, 15 kilomètres par rapport à leur objectif. C'est pas très précis. Mais une des missions d'Apollo 12, c'était de se poser précisément. Pourquoi? Parce qu'ils devaient se poser précisément à côté d'une sonde Surveyor. Et leur objectif, c'était de marcher jusqu'à Surveyor, de ramasser des pièces et de les ramener sur Terre pour qu'on puisse étudier les effets d'un séjour prolongé dans l'espace sur du matériel. Parce que la sonde Surveyor était là depuis plusieurs années. Et quand on a analysé, alors ils ont ramené entre autres la caméra de Surveyor. Et sur les lentilles de la caméra de Surveyor, on a trouvé des traces d'une contamination de quand elle avait été conçue, des staphylocoques, mais je ne sais plus exactement quoi comme staphylocoque. Et c'est une variété de staphylocoque assez courante qu'on trouve dans la bouche humaine. Donc, Ok. on a toutes les raisons de croire que c'était le postillon d'un des ingénieurs, enfin, tu vois, une connerie comme ça. Et ces staphylocoques étaient en dormance. Ils ont réussi à les réveiller. Donc, ils étaient encore vivants après leur séjour dans l'espace. Donc, c'est juste des bactéries, mais quand même, c'est balèze. Exactement. Bon, bah, ça prouve quand même, en tout cas, que. Alors, apparemment, naître dans l'espace, ça donne des super pouvoirs, hein. Parce que, par exemple, les cafards dont je te parlais, ils deviennent plus puissants, plus rapides et plus solides que leurs homologues terrestres. Alors, je t'avouerai que je ne sais pas. Par contre, je sais que si on fait naître un être humain dans l'espace, son super pouvoir, ça sera d'être handicapé. Parce que ouais, le fœtus humain a besoin de la gravité pour se développer correctement.
Ok. Et si on fait naître des enfants dans l'espace, on va se retrouver avec des problèmes d'atrophie musculaire et osseuse. Ce qui fait que ça ne les empêchera pas de vivre dans l'espace en zéro gravité, tout ira très bien. Tu les ramènes sur Terre, ils seront en fauteuil. Donc les cafards, je Donc, on t'avouerai va que je ne pas sais pas, j'ai rien lu sur le sujet, mais par contre, ouais, les êtres humains, on n'est les- pas encore fait pour ça. On a fait pousser une laitue dans l'espace à bord de la Station spatiale internationale. C'est donc le premier aliment extraterrestre. Ah mais attends, j'ai mieux que ça, on a fait pousser des patates sur la Lune. Ah, pas mal. Ouais, alors Ok. je saurais plus te dire le nom du rover chinois, ça fait beaucoup de choses que j'oublie, j'avoue. Mais les Chinois ont envoyé un rover sur la face cachée de la Lune, ce qui déjà en soi est assez balèze, hein, parce qu'il faut pouvoir communiquer avec. Donc il y a des relais satellites et tout le voilà. Et donc dans ce rover, il y a une petite cuve dans laquelle ils avaient mis des patates pour voir si les patates étaient capables de survivre aux radiations lunaires et à la faible pesanteur. Et les patates ont germé sur la Lune. Yes. Trop bien. Voilà. Ok. Un petit potager sur la Lune, simple, tu vois. Tranquille. Bah, de toute façon, si on veut s'installer là-bas, il faudra bien. Et ça faisait partie, c'était un petit peu l'idée, c'est si demain on s'installe sur la Lune, parce que bon, l'ESA, la NASA, tout ça ont un grand projet de colonie lunaire qui se fera pas tout de suite, hein. On en parle toujours beaucoup, mais voilà, la colonisation spatiale, faut y aller mollo. Bref, ils ont quand même dans l'idée d'aller là-bas, donc il faut réfléchir à tout un tas de questions et notamment comment on bouffe sur la Lune. Eh ben, le plan de patate chinois répond à une des questions, on va dire. Voilà. Excellent. En 2015, il y a des astronomes qui ont annoncé que la comète Lovejoy était passée au plus près du Soleil. Du coup, elle s'est vaporisée un peu au passage en libérant de grandes quantités d'eau, à peu près 20 tonnes par seconde. Et c'est dans ce halo de vapeur que les chercheurs ont trouvé, devine quoi? Des acides De, aminés. de Non? l'alcool. De l'alcool. Ah bah oui. Ben, en fait, l'alcool, alors que je dise pas de conneries, il y a l'éthanol, l'éthanal et le méthanal qui sont trois molécules qui sont en fait assez courantes dans l'univers. Et si la Voie lactée avait un goût, ça serait celui du rhum framboise. Ah ouais? Parce que, bah oui, parce que énormément de nébuleuses contiennent énormément d'éthanol et de méthanol, mais ça c'est pas terrible à boire, hein, c'est l'alcool frelaté, n'en buvez pas. Et ainsi que la molécule dont j'ai aussi perdu le nom, je suis désolé, Google, hein, mais la molécule qui donne son odeur à la framboise. Donc, Ok. si l'univers avait un goût, ça serait celui du rhum framboise. Et alors, donc, j'ai pensé aux acides aminés là parce que ça fait partie des choses intéressantes qu'on a trouvées dans les comètes. Déjà, les comètes, il y a toujours de l'eau. En fait, c'est le principe des comètes. Les comètes, c'est des astéroïdes, donc des cailloux classiques, mais avec beaucoup d'eau. Donc, en général, c'est des trucs qu'on trouve aux confins du système solaire. Et quand il se rapproche du Soleil, bah, l'eau ne peut pas rester sous forme de glace, hein, à cause du Soleil, donc elle se sublime. Ça veut dire qu'elle passe directement de sa phase solide à sa phase gazeuse, et c'est ça qui fait la chevelure des comètes. Et les comètes, ben, une fois qu'elles ont perdu toute leur eau, ben, ça devient des astéroïdes normaux. Et donc, notamment sur la comète, alors c'est quoi son petit nom à elle? Chury, la comète Chury, qui a été visitée par la sonde Rosetta, on a notamment trouvé des acides aminés, qui sont les briques élémentaires de la vie, si je puis dire. C'est pas suffisant pour avoir de la vie, mais c'est un élément nécessaire. Et donc, ça nous fait nous dire que peut-être que les acides aminés ont été apportés sur Terre au début de son histoire, notamment par les comètes. Ça, C'est ce c'est qu'on appelle la génial. théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie de la panspermie cosmique. C'est un nom compliqué qui dit que la vie pourrait venir de l'espace, apporter notamment, ou au moins les briques du vivant, La apporter. panspermie cosmique, ça c'est très chic à placer dans un dîner entre la poire et le fromage, hein, ça je vous le dis. Voilà, c'est Moi, ça. je vous dis que juste la comète, elle expulsait l'équivalent de 500 bouteilles de vin par seconde. Absolument, C'est absolument. ouf, 500 Mais bouteilles. Mais en fait, si tu te mets à l'échelle d'objets aussi énormes, on se retrouve tout de suite avec des quantités faramineuses. Par exemple, autour de Jupiter, il y a une petite lune qui s'appelle Io, qui se trouve dans le champ magnétique de Jupiter. Donc, si tu prends un aimant et que tu le fais tourner dans une bobine, ça fait du courant. Et ben là, c'est pareil. Io tourne dans le champ magnétique de Jupiter et elle fait du courant. Et elle crée 1 milliard de watts. Attends, que je dise pas oui, c'est ça, 1 milliard de watts, le courant créé par Io. Et ce courant électrique arrache toutes les secondes 1 tonne de matière à la petite lune.
parce que cette matière est ionisée. Donc toutes les secondes, c'est 1 tonne de cette matière qui est arrachée à la petite Lune. Si on va un peu plus loin, il y a Saturne avec ses anneaux. Et on sait aujourd'hui que les anneaux de Saturne vont disparaître d'ici une centaine de millions d'années. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits de glace. L'eau est aussi une matière ah merde, qu'on peut charger qu'on peut charger en électricité statique, quoi. Et comme ces anneaux se trouvent dans le champ magnétique de la planète, ils sont irrémédiablement attirés par la planète. Ils tombent en continu sur la planète au rythme de 40 tonnes par seconde. Des anneaux de Saturne qui tombent en pluie sur Saturne. Voilà. Donc quand on prend des trucs aussi énormes, on se retrouve tout de suite avec des valeurs gigantesques. Phrase très courte, mais importante de le dire. Il n'y a pas de son dans l'espace. Alors, pour ça, c'est simple. Le son, c'est quoi? C'est une compression de l'air. C'est ouais, bah, c'est ça. En fait, si je tape dans mes mains, je vais comprimer un petit peu d'air et ça va créer une vague dans l'air qui va se propager. Mais tout comme les vagues s'arrêtent sur le rivage parce qu'il n'y a plus d'eau, eh ben, le son ne se propage pas dans l'espace parce qu'il n'y a pas d'air. Tout simplement. Ceci dit, si on se trouve à l'intérieur d'un vaisseau spatial, on entend tous les sons qui ont un rapport avec le vaisseau spatial, déjà parce que dedans, il y a de l'air. Et si jamais vous entendez un débris qui tape contre la coque, bah, vous allez l'entendre tout comme un débris qui tape sur je sais pas, un caillou qui tape sur le pare-brise de votre bagnole. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que dans l'espace, il n'y a pas d'air. Ça ne veut pas dire que rien ne se propage. Tout un tas d'ondes sont capables de se propager. Par exemple, la lumière et toutes les ondes qui font intervenir des photons, comme par exemple les ondes radio, c'est aussi des photons à très basse énergie, mais c'est de la lumière. Donc ça se propage très bien. Les rayons X, enfin toutes les radiations en tout genre, mais pas le son. La NASA a déclaré que les astronautes n'avaient jamais eu de relations sexuelles lors de leur mission dans l'espace, dans la Station spatiale internationale. Ouais. En revanche, bon alors, on les croit, on peut que les croire, on n'était pas là pour vérifier. En revanche, en 99, Sylvia Saint et Nick Lang ont tourné une scène porno en zéro gravité dans un avion de vol parabolique pour le film The Uranus Experiment Part 2. Alors ça, je sais pas, mais figure-toi que j'ai fait une vidéo justement sur le sexe dans l'espace parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Et en fait, il y a énormément de rumeurs qui circulent. Par exemple, il y a eu des missions Salyut. Alors les stations Salyut, c'était les stations russes qui existaient avant la station Mir. La station Mir étant elle-même la station qui existait avant l'ISS pour les plus jeunes qui écoutent. Et donc, dans ces stations Salyut, il y a par exemple eu, alors il y en a eu tellement, je crois que c'était Salyut 7 ou 8. Il y a la première anglaise dans l'espace qui a accompagné 3 bonhommes. Et alors bon, tu sais ce que c'est, hein? Une nana, 3 bons hommes dans l'espace, isolés, on ne sait pas ce qui se passe. Il doit se passer des trucs. Donc il y a énormément de rumeurs qui circulaient. Mais non, a priori, il ne s'est rien passé. Dans l'ISS, alors il faut savoir aussi que l'ISS, elle est truffée de caméras et tout, donc c'est difficile d'avoir un moment d'intimité. Mais par contre, il y a déjà des astronautes qui ont affirmé avoir de temps en temps un petit peu le temps pour s'astiquer dans l'ISS, par contre. Donc ça, c'est déjà arrivé, a priori. Mais c'est leur droit. Mais bien sûr que c'est leur droit. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a énormément de rumeurs qui circulent sur des relations sexuelles dans l'espace, mais a priori, on n'a aucune raison de penser que ça ait pu vraiment arriver à un moment ou à un autre. Voilà. Moi, il y a une info qui m'a vraiment séduite aujourd'hui, c'est, je pense que tout le monde le sait, mais quand même, en réalité, le Soleil n'est pas jaune, mais blanc. Absolument. Il semble jaune quand on le regarde depuis la Terre à cause de notre atmosphère. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que tout le monde le savait ça? Parce que je trouve que c'est une info quand même tellement... Attends, on peut compléter, parce que c'est aussi la raison pour laquelle le ciel est bleu. Ah bah vas-y, alors complète. Alors, le ciel est bleu parce qu'il est constitué notamment d'oxygène, d'azote et tout un tas de gaz rares. Et il se trouve que quand on fait passer de la lumière au travers de ces gaz, ils ne sont pas tout à fait transparents. C'est sûr que si tu regardes à 10 ou 15 mètres devant toi, l'air est transparent. Mais si tu commences à regarder très loin, genre, je sais pas si de chez toi on voit des montagnes au loin ou un truc comme ça, mais quand tu as des montagnes qui sont à 50 ou 70 bornes, tu vas les voir avec un léger voile bleu. C'est parce que l'air n'est pas tout à fait transparent. Il absorbe un peu de lumière et il diffuse un peu de lumière. Et donc, quand tu as la lumière blanche du soleil qui entre dans notre atmosphère, une partie de son spectre est diffusée par l'atmosphère. C'est ce qui donne le ciel bleu. Et ce qui reste, c'est le jaune. Et c'est pour ça que la nuit, comme il n'y a pas de soleil, le ciel n'a pas de couleur. Et là, du coup, il est beaucoup plus transparent. Yes! Voilà. Oh, c'est bon, ça.
Alors là, c'est une petite anecdote. La première personne à avoir eu une partie de ses cendres dans l'espace, c'est Gene Roddenberry. C'est le créateur de Star Trek. Alors ça, je ne sais pas, mais par contre, je peux aussi rebondir dessus, parce que dans les années 30, en vrai, la date m'échappe maintenant, mais il y a un monsieur, un Américain qui s'appelle Clyde Tombaugh, enfin, il a cru découvrir une planète. Aujourd'hui, on ne dit plus que c'est une planète. Il a découvert Pluton. Et après sa mort, il a été incinéré et une partie de ses cendres ont été embarquées dans la sonde New Horizon qui a survolé Pluton il y a quelques années. Et donc Clyde Tombaugh a découvert Pluton et il y a quelques années, ses cendres l'ont survolé. C'est beau, je trouve ça poétique. Donc le Soleil est vraiment très gros, hein. Il représente 99,8% de la masse connue du système solaire. Les 0,2 restants, c'est quasiment Jupiter et Saturne à eux tout seuls. Et donc, en fait, le reste, c'est la Terre, Vénus, Mercure. Donc, c'est pour vous montrer à quel point nous sommes des petites choses insignifiantes par rapport à la masse du système solaire et notamment… Et je dirais même plus, Jupiter à elle toute seule, si on exclut le Soleil, d'accord, on met le Soleil de côté, Jupiter à elle toute seule représente 2,5 fois plus que toute la matière qu'elle a laissée aux autres. Ah bah voilà, à elle toute seule. Ça laisse pas grand-chose à la Terre. Voilà. Il y a une info que j'ai trouvée très mignonne. Les petites étoiles vivent plus longtemps que les grandes. Parce que plus elles sont grosses, plus leur masse est importante, en fait, et plus leur activité est intense. Donc, elle vit sa vie d'étoile plus rapidement que quand elle est petite. Alors, quand une étoile est… Alors, n'importe quel astre, plus il est massif, plus il va être dense. À son milieu, sa gravité va le tasser sur lui-même, plus il va être dense en son centre. Et s'il est vraiment très dense, il va devenir tellement chaud qu'il va entamer ce qu'on appelle des réactions thermonucléaires. C'est ce qui se passe au cœur du Soleil. Le Soleil, si tu veux, c'est pas une boule de gaz, c'est pas une boule de feu, c'est pas voilà. Le Soleil, c'est une explosion thermonucléaire, une explosion nucléaire hein, qui se produit en continu, tellement il y a de matière, et qui est maintenue ensemble par son propre poids. Et une étoile est maintenue ensemble par deux forces. Donc, il y a la pression de radiation, hein, c'est-à-dire l'explosion, et la gravité qui la tient en place. Si si l'explosion est trop forte, l'étoile explose. Il y a des étoiles tellement massives qu'elles n'arrivent pas à vivre parce qu'elles éjectent toute leur matière. C'est notamment le cas des étoiles de vol Rayet. Tu as des étoiles qui, au contraire, qui ont tellement peu de réactions thermonucléaires en leur cœur que la gravité tient le tout ensemble et fait une toute petite étoile. C'est notamment le cas des naines rouges qui brûlent très peu de leur carburant à la fois parce qu'elles sont très peu massives, il y a très peu de réactions à leur centre. Et comme elles brûlent ça très très lentement, elles peuvent vivre des milliers de milliards d'années. C'est-à-dire que l'univers a 13 milliards d'années. Aucune de ces étoiles n'est morte aujourd'hui. Elles vivent très longtemps. Les petites peuvent vivre des centaines de milliards d'années, alors qu'une énorme peut ne vivre que quelques millions d'années. C'est ça. C'est cette différence-là. Et le Soleil, ça c'est intéressant de le savoir, brillera encore 5 milliards d'années. Le Soleil, c'est ce qu'on appelle c'est déjà une étoile naine en fait. Ouais. Et elle est un peu entre les deux. Alors bon, elle est plus grosse qu'une naine rouge, mais ça reste quand même une très petite étoile qui brûle son carburant très lentement. Et donc, elle a une espérance de vie d'à peu près 10 milliards d'années. Et on est à un peu moins de la moitié. Ouais. Bon, ça va. On a le temps de voir venir. Les premiers animaux envoyés vivants dans l'espace, c'était des mouches. Absolument. Le 20 février 47. Ensuite, alors c'était plus précisément des drosophiles et on cite souvent Laika comme le premier animal à être allé dans l'espace, c'était donc le chien russe, mais en fait non, c'est la première à avoir fait une orbite complète. Ouais. Voilà. Il y a énormément de chiens qui ont été envoyés dans l'espace avant, mais qui ont juste fait des vols suborbitaux, c'est-à-dire un vol en cloche, ils montent, ils redescendent. La plupart ont survécu, et ceux qui n'ont pas survécu, c'est surtout à cause de l'explosion de la fusée au décollage. Bon. La plupart des chiens ayant été envoyés dans l'espace par les Russes, pendant que les Américains envoyaient des chimpanzés. Parce que les chimpanzés, ils leur demandaient de faire des actions simples pendant le vol, etc., pour voir s'ils avaient toute leur tête en apesanteur. Et Laika est le premier chien à être allé en orbite et à être mort hein, en orbite. Mais il y a eu d'autres chiens ensuite, notamment qui ont volé à plusieurs ou ce genre de choses. Et il y en a plein qui sont revenus vivants avant Laika aussi, pendant les vols suborbitaux. Laika, c'est la plus connue, mais c'est pas la seule. Je lui ai consacré une vidéo tout entière, d'ailleurs, à ceux que ça intéresse.
T'as La bien vidéo, fait je parce crois, que la pauvre, elle a rien demandé et la elle a pauvre n'a rien subi. demandé. Tu vois, Absolument. Mais le autant pire, les astronautes, enfin, tu vois, quand tu t'engages, ouais, toi, mais ça va, tu mais sais ce les que c'est le animaux. pire? Le pire, c'est qu'elle aurait dû revenir. Alors, quand Korolev a mis en orbite le premier satellite, Sputnik 1, alors c'était la fierté nationale, machin et tout, et l'étape suivante, c'était d'envoyer un être vivant, donc dans Sputnik 2. Le truc, c'est qu'au développement de Sputnik 2, Korolev, donc le responsable du programme spatial russe, s'est dit, ouais, ça va pas être prêt, on n'a pas les systèmes de survie, le bouclier pour rentrer, tout, c'est pas prêt. Moi, je dis, on l'envoie dans Sputnik 3. Comme ça, on a le temps, on la fait revenir, ça sera machin et tout. Et là, il y a le bureau central qui dit, ah non, 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 c'est bientôt, je crois que c'était le 30e anniversaire de la Révolution, le 40e anniversaire de la Révolution russe. Il faut qu'on marque le coup, il faut qu'on envoie un truc et tout. Et donc, ils l'ont poussé au cul pour qu'il envoie un être vivant dans l'espace. Et du coup, il n'a pas eu le temps de préparer le vaisseau pour accueillir un être vivant suffisamment longtemps et pour le faire revenir. Et c'est pour ça qu'elle est morte. Donc, elle est surtout morte à cause de la dictature communiste, en fait, qui voulait absolument obtenir des résultats au détriment de la survie De la des... santé. Voilà, c'est ça. Ah là là, toujours le capitalisme communiste. Heureusement, Gagarine, bon, ils se sont dit, lui, il faut quand même le faire revenir parce que sinon, Bah ça, ouais. ça va être mal s'il meurt dans l'espace. J'ai réalisé que la Terre, c'était la seule planète à ne pas porter le nom d'un dieu. Ça dépend la mythologie. C'est-à-dire que dans la mythologie grecque, je crois bien que si, en fait. Dans la mythologie grecque, la Terre, c'est Gaïa, me semble. Mais il y a des tas de mythologies pour qui la Terre est une divinité comme une autre. Mais c'est vrai que d'habitude, bon, on n'a pas de dieu qui s'appelle la Terre. On C'est connaît ça, plus. c'est ça que je voulais dire par rapport à Jupiter, Par Vénus. exemple, Jupiter est le fils d'Ouranos et de Gaïa. Hmm. Et Uranos, donc c'est la version grecque du latin Uranus, donc c'est la planète qui est un peu plus loin. Et Gaïa, bah, il me semble bien que c'est la Terre. Mais maintenant, je vais pas dire de conneries, mais il me Oui, semble mais bien. en tout cas, on n'appelle pas la Terre Gaïa, enfin, on l'appelle la Terre, c'est ça Non, que je voulais dire. oui. Non, mais Enfin, c'était une certains réflexion. l'appelleront, certains l'appellent Gaïa. C'est pour ça que, enfin, Ah, voilà. d'accord, ok. Figure-toi que les boomerangs n'ont pas besoin de gravité pour fonctionner. Il y a un astronome Absolument. japonais qui a fait l'expérience. Takao Doi, dans la station spatiale, il a lancé un boomerang et il est Oui, mais revenu. pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur l'air. Hmm. Il s'appuie sur. Par contre, le boomerang, si tu le lances dans le vide, bah, il est parti, il ne reviendra pas. Parce qu'en fait, le boomerang s'appuie sur l'air. Et absolument, il n'a pas besoin de gravité. Euh, alors, Jupiter est la planète dont la journée est la plus courte. En gros, Absolument. ça dure 9h55 minutes, sa journée. Et C'est à ça. l'inverse, donc tu en parlais un peu tout à l'heure, Vénus met 243 jours à faire un tour sur elle-même et 224 jours à faire le tour du Soleil. Donc ça veut dire que là-bas, une journée dure plus Dure longtemps plus. qu'une année. C'est ça. C'est ouf. Alors ça, c'est une info qui m'a scotché. Et alors, attends, on va aller encore plus loin. Parce que tu dis Jupiter, c'est la planète qui a les journées les plus courtes. Parce Ouais, qu'elle tourne extrêmement vite sur elle-même. En plus d'être la plus grosse des planètes, c'est aussi celle qui tourne le plus vite sur elle-même. Et ça a une conséquence. Pareil, dès Cassini, donc c'est-à-dire Jean-Dominique Cassini, c'était fin des années 1600, il a découvert que la planète était un peu aplatie. Et c'est le cas aussi sur Terre, hein. La Terre est légèrement plus plate au pôle. Mais pourquoi? C'est parce qu'elle tourne tellement vite que toute sa matière se concentre à son équateur. Mais si tu regardes une photo de Jupiter, bon, effectivement, si on te le dit, elle est un petit peu aplatie, mais globalement, ça reste une sphère. Par contre, il existe un astre dans le système solaire qui est très peu connu parce qu'en fait, c'est une planète naine qui s'appelle Haumea. Elle se trouve dans la ceinture de Kuiper, c'est-à-dire que elle tient compagnie à Pluton. Et cette planète naine tourne tellement vite sur elle-même qu'elle a la forme d'un galet. Elle est vraiment. d'accord. Ça s'écrit H-A-U-M. Attends. H-A-U-M-E-A. Tu cherches une image sur Google Images, tu vas trouver un truc en forme de galet. Elle tourne tellement vite sur elle-même, je crois en 2 heures ou un truc comme ça, qu'elle est complètement aplatie. Voilà. C'est ouf. Mais en tout cas, ce truc de la journée dure plus longtemps qu'une année parce que sur une planète, elle met plus de temps à faire le tour sur elle-même que le tour du Soleil. Je trouve ça dingue. Voilà.
Après, tu as aussi, alors c'est pas le cas dans notre système solaire, mais en ce moment, on découvre beaucoup d'exoplanètes, dont beaucoup qui sont très près de leur étoile. Et le fait d'être très près de son étoile, ça a une conséquence, la même que la Lune par rapport à la Terre, ce qu'on appelle un verrouillage gravitationnel. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu es tellement près de ton astre parent, donc que ce soit la Terre pour la Lune ou ton étoile si tu es une planète, que alors la gravité augmente au fur et à mesure que tu t'approches d'un astre, d'accord? Ce qui veut dire que si tu en es tellement près, si tu en es très près, ton côté qui se présente à l'astre est plus attiré que l'autre côté, quoi. Ouais. Donc le côté qui se présente à l'astre est plus lourd. Et donc par effet culbuto, la planète ou la Lune se verrouille par rapport à son astre parent. Et donc les astres qui orbitent trop près de leur astre parent subissent un verrouillage gravitationnel et leur montrent toujours la même face. C'est pour ça que la Lune nous montre toujours la même face, mais aussi que les satellites de Jupiter montrent toujours la même face à Jupiter. Mercure est quasiment verrouillé sur le Soleil, mais pas tout à fait. Et les planètes qu'on découvre dans d'autres systèmes sont pour beaucoup verrouillées, c'est-à-dire que là-bas, le Soleil ne se couche juste jamais. Il reste au même endroit dans le ciel et ne bouge pas. Comme quand on va en Laponie l'été. Alors, il ne se couche pas, mais il tourne quand même sur l'horizon Oui, là-bas. bien sûr, c'était Voilà. juste pour l'été. Alors, il y a Shai Mimi qui dit un truc super intéressant que j'ai noté aussi. Vas-y. Comme les étoiles mettent des millions d'années à atteindre la Terre, quand on regarde le ciel la nuit, on regarde littéralement dans le passé. Alors, on n'a même pas besoin d'aller aussi loin que ça, c'est totalement vrai. Alors, c'est la lumière des étoiles, hein, pas les étoiles qui nous atteignent. Je ne sais pas si elle l'a écrit ou quoi. Mais Oui, la alors, lumière, ouais. on peut même aller plus loin, ou plus près, justement. C'est le cas aussi, bah, par exemple, pour le Soleil, hein, qui est à 8 minutes-lumière de nous. Donc, on voit le Soleil comme il était il y a 8 minutes, mais la Lune est aussi à 1 seconde-lumière. Et alors, il y a une expérience qui est régulièrement faite pour mesurer la distance Terre-Lune. Quand Apollo est allé sur la Lune, plusieurs des missions ont déposé ce qu'on appelle des catadioptres. Un catadioptre, c'est comme le machin orange qu'on a sur les roues de vélo. C'est des petites structures en demi-cube qui ont la particularité de renvoyer de la lumière exactement dans la direction où ils l'ont reçue. C'est pour ça que quand tu es en bagnole, tu les vois briller. Parce qu'ils renvoient la lumière de tes phares. Et donc, Mmh. ils ont déposé des trucs comme ça, mais un peu plus vénères que les catadioptres de vélo. Et depuis, on balance des lasers là-dessus. Et en mesurant au dixième de nanoseconde près le temps que met le laser à revenir, on est capable de déterminer la distance Terre-Lune Ok. au centimètre près. Et quand on balance le laser sur la Lune, à la vitesse de la lumière, il met 2 secondes à revenir. Et on a aussi réussi à calculer, grosso merdo, hein, la vitesse de la lumière avec ce qu'on appelle alors attends que je ne dise pas de conneries, ce sont les occultations d'Io. Io, c'est donc, j'en ai parlé tout à l'heure, la petite lune de Jupiter. Et alors, c'était à quelle époque? C'était pas très longtemps. Je vais beaucoup parler de Cassini aujourd'hui, mais c'était quoi? 10 ou 15 ans après Cassini, je crois. C'est un Danois qui s'appelait Remer, Christian Euler Remer, ou un truc comme ça. Il s'appelait Remer, ça je le sais. Et donc, Cassini a fait des éphémérides des orbites de Io autour de Jupiter qu'on pouvait observer. Et ça, c'est vachement pratique, notamment en navigation, parce qu'en c'est facile à observer juste avec une longue vue de navigateur, et ça permet de calculer ta longitude. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est de la navigation maritime, on s'en Mmh. fout. Mais donc, il y a ce monsieur Remer, le Danois, qui dit mais c'est bizarre, parce que par rapport aux éphémérides qui sont prévues, des fois Io, elle est en avance de quelques secondes, des fois, elle est en retard de quelques secondes. Étrange. Alors, il fait des relevés sur plusieurs années, et sur plusieurs années, il se rend compte que ce retard ou cette avance peut arriver jusqu'à 10 minutes. Donc, des écarts de 20 minutes par rapport à ce qui est prévu. Et là, il a découvert un truc, c'est que si on se trouve d'un côté du Soleil et Jupiter de l'autre, on en est plus loin que si on se trouve tous les deux du même côté du Soleil. Et cette différence, c'est à peu près 20 minutes lumière. Et en fait, Io tourne toujours à la même vitesse autour de Jupiter, mais par contre, il y a des moments où sa lumière met quasiment 20 minutes de plus à nous parvenir. Et donc, elle paraît en retard. Et à d'autres fois, elle paraît en avance par rapport à ces fameuses éphémérides. Voilà. Tout bêtement, tout Tout simplement. bête. Vous le saviez, ça, évidemment. Tout le monde suit ou Et vous êtes j'en ai perdu? peut-être perdu quelques-uns là. Et alors, du coup, bah, Remer, il s'est dit, bon, bah, puisqu'on connaît ce décalage, on va essayer de mesurer la vitesse de la lumière. C'est donc un des premiers à avoir tenté cette expérience. Et il a trouvé à l'époque 220 000 km/s. Ce qui est à peu près 25, il a 25% de marge d'erreur par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui avec des mesures précises. C'est pas trop mal pour la fin des années 1600, quoi. Ça va, on le Pas mal. pardonne.
Et pour finir la petite histoire des étoiles, apparemment, elles ne scintillent pas vraiment. Ah non? En gros, c'est un effet d'optique qui est dû à des turbulences dans l'atmosphère terrestre. Ça dévie la lumière qui atteint nos yeux. Donc, on a Alors, l'impression qu'elles scintillent alors que non. Alors le phénomène, il est très con. Et comme on est bientôt en été, eh ben, la prochaine fois que vous faites un barbecue, vous ferez gaffe. Quand tu fais un barbecue, l'air chaud monte au-dessus. Et si tu regardes l'air chaud au-dessus du barbecue, il a tendance à bouger un petit peu comme ça. Ouais. Ça, c'est parce qu'il n'est pas à la même température que l'air ambiant. Et comme il n'est pas à la même température, il n'a pas la même densité. Et quand la lumière traverse des éléments qui n'ont pas la même densité, elle est réfractée. C'est exactement la même chose que quand tu prends un verre d'eau, que tu mets une paille dedans, la paille a l'air coupée. Parce que la lumière traverse des éléments de différentes densités, Ouais. donc elle est déviée. Et donc, comme la lumière est déviée par l'air chaud, bah, il se trouve que en été, par exemple, le soleil chauffe le sol chauffe l'air qui est au-dessus, et l'air chaud étant plus léger, il monte. Et donc, le soir, quand tu vois tes étoiles, il y a des colonnes d'air chaud qui montent au travers de l'atmosphère et qui font exactement le même effet qu'au-dessus du barbecue. Et les étoiles étant extrêmement petites, eh ben, il suffit d'un rien pour dévier leur lumière et c'est comme ça que tu les retrouves parfois carrément à clignoter tellement les turbulences sont fortes. Et si dans ces conditions-là, tu regardes par exemple la Lune avec un télescope ou une lunette, tu vas avoir l'impression de la regarder à la surface d'un étang où il y a de légères vagues. Eh ben, c'est la même chose, c'est l'air chaud qui monte et qui réfracte la lumière. Et oui, Voilà. Jamie, c'est fou. Et alors attends, il y a encore plus fort. Parce que les étoiles scintillent parce qu'elles sont rikiki. Il y a très peu de lumière qui vient d'elles, donc c'est suffisant pour les faire scintiller. Mais par contre, les planètes du système solaire, même si elles sont très petites à l'œil, c'est quand même déjà des disques, ça n'est plus des points. Et elles nous envoient tellement de lumière que même s'il y en a une partie qui est réfractée, la plus grosse quantité arrive quand même jusqu'à notre œil sans avoir été déviée. Et donc pour reconnaître les planètes dans le ciel en été, eh ben, c'est celles qui scintillent pas. Yes! Voilà. C'est Vous aussi les pourrez plus vous la brillantes, péter accessoirement. les soirs de camping d'été à la Voilà. belle C'est étoile. aussi accessoirement les trucs beaucoup plus brillants. Par exemple, le soir, alors c'est plus le cas maintenant, elle s'est barrée, mais les derniers mois, le soir, on voyait une étoile très brillante. Ben, c'était pas une étoile, c'était Vénus, la planète Vénus qu'on appelle l'étoile du Berger. En ce moment, le matin, on voit Jupiter et Saturne qui sont très brillantes aussi le matin. Cet été, on les verra plutôt dans la soirée. Voilà. Notre chère Lune n'a pas d'atmosphère, donc pas de pluie, pas de vent, et donc les traces des hommes qui ont mis le pied pourraient bien rester pendant des siècles et des siècles. Alors, on estime le temps pendant lequel elles vont durer là-haut. Enfin, non, le temps pendant lequel elles vont rester là-haut, on l'estime à peu près 1 million d'années. Alors, C'est parce vache. qu'effectivement, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'eau, il y a machin, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'érosion là-haut quand même. Et l'érosion, elle est due au soleil, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Plus de 100 degrés au soleil, moins 200 à l'ombre, ben, ça fracture les pierres, ça fracture les cailloux, etc. Ça fait de la poussière. Et dans 1 million d'années, eh ben, normalement, le sol aura tellement été érodé simplement par le soleil que les traces du passage d'Apollo auront disparu. Enfin, tous les éléments qui sont restés sur place, genre l'étage de descente du LEM, tout ça, ça reste. Mais par contre, les traces de pas, au revoir. Salut Franck, j'en profite pour faire coucou à un copain qui vient de passer. Oui, alors bien sûr, parce que l'homme, on va le dire une bonne fois pour toutes, est bien allé sur la Lune. La théorie du complot, là, ça suffit. Hein. Faut arrêter avec cette Alors, idée que ce sont des images tournées en studio et que personne n'a jamais vraiment mis les pieds là-dedans. Non, Alors, ils y sont allés. c'est difficile d'avoir des preuves directes qui sont allées sur la Lune parce que toi, tout de suite, avec ton petit télescope, tu peux pas vérifier. Par contre, il faut savoir qu'à l'époque où ils sont allés sur la Lune, il y avait énormément de radioamateurs qui les écoutaient. Et quand tu fais de la radio amateur, tu sais d'où il vient ton signal. Et les gens qui écoutaient se rendaient pertinemment compte que ça venait de la Lune. Donc, il y a des tas de gens qui ont pu s'en rendre compte. Et après, il y a aussi un truc, c'est que imaginons que les Américains aient dit, bon, il faut qu'on double les Russes, et comme on ne va pas y arriver, on va faire croire qu'on est allé sur la Lune, mais en fait, on n'y était pas. Imagine tu y arrives et tout le monde y croit, d'accord? Le plus gros mensonge de l'histoire. Ben, tu te fais petit après quand même. Tu recommences pas jusqu'à Apollo 17, tu vois? Parce que tu augmentes énormément le risque que quelqu'un te gaule sur une connerie, genre, ah, il y a la perche qui rentre dans le cadre, tu vois, des trucs à la con. Tu prends énormément de risques. Si tu as réussi une fois et que tout le monde y a cru, tu te fais discret après. Mais non, ils ont continué à y retourner. Ça serait quand même con, ça serait pas très logique. Mais des preuves qu'on est allé sur la Lune, il y en a plein. Par exemple, aujourd'hui encore, il y a des dizaines de publications scientifiques qui sortent par an sur des analyses des roches lunaires qui ont été ramenées. Tu vas sur Google Scholar, tu cherches là-dessus, tu trouves partout. Enfin,
Après, il faut évidemment s'intéresser un petit peu au truc pour se rendre compte de toutes les preuves évidentes qu'on est allé sur la Lune. Comme je disais tout à l'heure, les mesures laser, elles sont faites en France, à l'Observatoire de Haute-Provence, à Marseille. Et attends, Haute-Provence? J'ai une connerie là. Ouais, enfin bon, à l'Observatoire à Marseille, quoi. Et c'est là-bas que le laser est tiré et revient de la Lune. Il faut bien qu'il y ait quelque chose pour le renvoyer. Enfin voilà, des preuves, il y en a plein. Il y en a plein. Alors que des preuves du complot, ben, en général, c'est juste des vidéos YouTube mal branlées, quoi. Voilà. Ouais, d'une manière générale, tu as une certaine appétence à démonter les théories du complot, ça t'agace, quoi, comme celle sur le Alors, coronavirus. en fait, Voilà. ce qui s'est passé à la base, quand j'ai créé la chaîne Astronogeek, moi, je voulais juste parler d'astronomie parce que je trouvais le sujet intéressant, j'avais envie de faire de la vulga, enfin, voilà, astronomie. Et très rapidement, quand je me suis mis à parler de la Lune ou de trucs comme ça, j'ai eu énormément de commentaires complotistes qui, pour la plupart, étaient carrément méchants. Et je me suis rendu compte que, oula, bah, avant de parler d'astronomie, il va falloir qu'on remette deux, trois choses au clair. Et du coup, je me suis mis à faire ça parce que par nécessité, je me disais avant de dire qu'il s'est passé telle chose sur la Lune, mettons déjà les choses au clair, on est bien allé sur la Lune, quoi. Pareil, quand tu parles d'astronomie, les gens te harcèlent littéralement d'histoires d'ovnis et d'extraterrestres. Tous les jours, j'en ai. Tous les jours, j'en reçois. Et donc, du coup, bah, j'ai dû faire des vidéos dessus, comme la fois où on a fait la série sur les crop circles. Je recevais tellement de demandes sur les crop circles, j'ai dit, bah, on va vous montrer à quel point c'est les conneries, les crop circles, quoi. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, moi et plusieurs youtubeurs, il y avait pas mal d'invités, on a fait un crop circle, vous savez, les ronds dans les champs, en disant rien à personne. On a laissé les spécialistes venir et nous expliquer que, ah là, regarde, on a des preuves que c'est les extraterrestres. Après, on a révélé le poteau rose. Voilà. Et alors, C'est énorme. ce qui s'est passé dans la même période, alors quand j'étais beaucoup plus jeune, ma mère avait déjà eu un cancer de la langue, dont elle s'était tirée avec, plutôt à bon compte quand même quand on y pense, mais bon, voilà, elle avait perdu de la sensibilité dans une partie du visage et tout. Et il y a 2 ans, elle a refait un cancer de la mâchoire, une vraie merde sur la gencive. On lui a enlevé toute la mâchoire. Maintenant, elle a un bout de sa jambe à la place. C'est très bien fait, on ne voit pas la différence. Les chirurgiens sont des magiciens. Du coup, c'est vrai que j'ai perdu plusieurs proches du cancer, etc. Et aujourd'hui, quand j'entends beaucoup de trucs sur la santé, et notamment le cancer, que les vaccins provoquent le cancer, qu'il ne faut pas se vacciner parce que machin, euh, enfin, je suis obligé de prendre parti, en fait. Ça m'énerve trop. Mm. Quand Mm. j'entends des conneries comme ça, quand je me rends compte qu'il y a des gens qui essayent de persuader les gens qui les écoutent d'arrêter leur traitement contre le cancer et de prendre des jus de fruits à la place, Je c'est suis se d'accord. condamner à mort. Et quand j'entends des trucs comme ça, je ne peux pas ne pas réagir. Et quand je réagis, bah, je suis pas forcément très gentil, quoi. Je J'ai comprends, je tendance à comprends. monter dans les tours. J'ai tendance à monter dans les tours et je suis un peu connu pour ça d'ailleurs. Et ouais, disons que les théories du complot et tous ces trucs-là, ça m'agace. Ça Je m'agace, comprends. quel qu'elle soit. Voilà. Bah, merci de le faire parce que c'est un sacerdoce parfois. Donc merci d'aller Putain. au En fait, front parce qu'en fait les théories du complot elles sont plus séduisantes parce que ça fait des meilleures stories de fiction. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour alors, ça qu'elles plaisent, c'est que ça, tout d'un coup ça met de l'imagination quelque part. le, le truc, en fait, c'est que si tu crois juste en la science, on vit. Alors, la science, il ne faut pas y croire, hein, il faut la vérifier. Mais je veux dire, pour l'expression, si tu crois en la science, aujourd'hui, on vit dans un. Si tu crois à tout ça, on vit dans un monde absolument effrayant. Il n'y a rien après la mort. On est seul dans l'univers jusqu'à preuve du contraire et on ne peut pas s'échapper de notre planète qu'on est en train de foutre en l'air, on va y rester. Euh, on vit dans un monde absolument terrifiant. Je veux dire, le cancer est une maladie mortelle. On ne peut pas parler à mémé qui est mort parce qu'il n'y a rien après la mort, etc. Les théories du complot te vendent strictement le contraire. C'est-à-dire que des extraterrestres veillent sur nous et on les voit de temps en temps parce qu'on voit passer leur soucoupe volante. On peut guérir du cancer facilement juste en buvant du jus de fruits. On peut parler aux fantômes, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose après la mort, que ça n'est pas la fin, etc. Et donc en fait, tout ça, bah, c'est extrêmement rassurant. Et si le monde te fait peur, bah, les théories du complot te Je te proposent rassure. un cocon Bien douillet sûr. dans lequel tu peux te lever et te dire que tout va bien. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Une vérité crue ou un mensonge qui rassure?
Parce que pour reprendre l'exemple Bah des moi, je vais te cancers, répondre. À la limite, un mensonge qui te rassure, si jamais c'est que pour toi et que tu le gardes en secret et que toi, ça t'apaise d'y croire et que ça te permet de mieux vivre, pourquoi pas? Si ça t'empêche de prendre les vrais bons médicaments pour te eh ben soigner voilà, et que voilà, ça, non. Donc moi, je pense qu'il faut faire le tri entre ce qui te rassure, ton jardin secret, et puis tes c'est petites ça. croyances à toi qui font que le but, c'est d'être heureux et c'est de vivre le plus longtemps possible. Bon, bah voilà. Donc, dans ces cas-là, tu fais le tri et tu es suffisamment intelligent pour dissocier les deux. Et c'est pour ça que j'ai aucun problème avec le mec qui va à la messe le dimanche, parce que si lui, ça le rassure de se dire qu'après la mort, il y aura quelque chose, moi, ça me va. Et si en plus l'Église lui dit qu'il faut être gentil avec son prochain, l'aider, filer la pièce au clodo, etc., mais moi, ça me va, mais tellement, tellement. Par contre, aujourd'hui, la plupart, je ne sais pas, mais énormément de gens ne croient pas juste à une religion ou à la vie après la mort. Parce qu'aujourd'hui, on a notamment avec les réseaux sociaux des gourous qui décident de dispenser leurs croyances à eux. D'ailleurs, c'est pas dit que toujours y croient parce qu'il y a toujours un bouquin à vendre ou un truc derrière. Donc, déjà, c'est louche. Et ces gens-là dispensent des croyances dangereuses. Des croyances qui mettent les gens en danger en leur proposant de ne pas se vacciner, de ne pas se traiter pour leur maladie. Il y a énormément de trucs en ce moment qui circulent sur les internets de gens qui disent que le Covid n'existe pas. Il y a des mecs qui te disent tout ça c'est un mensonge, les hôpitaux sont vides, il n'y a pas de malades, il n'y a pas de mort, c'est juste un complot mondial nous séquestrer chez nous. Oui, bien Et sûr. maintenant le truc qui sort, c'est que Bill Gates veut injecter des puces à tout le monde, tu sais comme les puces de ton chien pour à la place du tatouage, veut injecter des puces à tout le monde via les vaccins, les futurs vaccins pour le Covid. Covid qui n'existe pas. Donc pas la peine de se confiner, sors de chez toi, va rouler des pelles aux voisins, il n'y a pas de problème. Tu te rends compte à quel point c'est dangereux ça? Parce Bien qu'il y a des sûr. gens qui y croient. Ah ouais. Il y a des gens qui y croient, c'est terrible quand même. Et donc, je vois pourquoi on parle de maladie. Eh ben parce que on parlait de théorie du complot et les théories du complot sont extrêmement dangereuses. Et autant il y a des croyances qui peuvent être rassurantes et qui font de mal à personne, Oui. autant il y a des croyances qui peuvent être extrêmement dangereuses et qui peuvent tuer. Voilà. C'était une parenthèse nécessaire. Je vais revenir sur un truc Ouais, beaucoup ouais, plus ouais, on va caca. alléger un peu. Je vais alléger Allez, un peu du coup, mais c'est très intéressant que tu en parles et surtout à ma communauté qui est une communauté extrêmement bienveillante et intelligente, donc je pense qu'ils ont entendu ton message. non, par Euh, contre, moi, si vous êtes bienveillant, venez pas sur ma chaîne parce que moi, je tire au fusil à pompe, hein, je suis pas gentil. non, mais la bienveillance, c'est pas forcément être gentil pour tout. Moi, je trouve que ce que tu dis est sensé et que ta colère est saine. Voilà, c'est tout. À cause de l'absence de gravité dans l'estomac des astronautes, la nourriture, les liquides et les gaz flottent comme des bulles. Absolument. Du Mais coup, par contre, l'être humain est bien fait et il possède des sphincters un peu partout. Ce qui fait que ça reste à l'intérieur. Mais par contre, alors, oui, c'est vrai. alors par contre, donc j'ai peut-être tort, mais si un astronaute, j'en déduis, essaie de Ouais. roter, bah en fait, il vomit. Il y a des risques. Et surtout, s'il vomit, tu sais, quand tu es dans un avion, tu as toujours le sac à vomi, il a intérêt à se précipiter dessus parce que en apesanteur, le vomi, tu vas pas te vomir sur les genoux. Hein. Tu vas le propulser devant toi, avec tout ce que ça peut impliquer, avec toute la machinerie de précision qu'il y a là-haut et tout. Et donc, les mecs, quand ils arrivent là-haut, ça leur arrive souvent d'avoir une petite période de quelques heures ou quelques jours où ils sont barbouillés. On appelle ça le mal de l'espace. C'est un mal des transports, tout ce qui est plus normal. Parce que, ben, en fait, tu es en train de flotter dans l'espace, la tête en bas, et ton cerveau te dit, mais je suis à l'endroit, je suis à l'envers, comment ça se passe, etc. C'est le mal des transports. Et donc, ils sont souvent malades, hein, même les astronautes, et ils ne se séparent pas de leur sac à vomi au début. Mais on s'y Bon habitue. appétit. Donc, on ne peut pas roter dans l'espace. Et en revanche, il paraît qu'on pète beaucoup plus dans l'espace. Ben, pareil, hein, même réflexion, les gaz circulent, enfin voilà, la pression Circule, est d'accord. légèrement inférieure aussi. Voilà. Euh, Amour. bon, c'était pour trancher. Hein, je t'ai dit, je vais alléger un petit peu le débat. Bien sûr. Euh, un astronaute qui passe 6 mois à bord de la Station spatiale internationale peut grandir de 3%, car Alors, sans gravité, sa colonne vertébrale est libre de se dilater. Alors, je dirais même plus, ça peut t'arriver à toi aussi, enfin, ça t'arrive tout le temps à toi, parce que tous les matins, tu mesures un demi-centimètre de plus que le soir.
Parce que le matin, tu viens de passer, je sais pas combien de temps tu dors, 7, 8 heures allongé. Donc ta colonne vertébrale se détend, s'étend. Et quand en journée, tu es à la verticale, eh ben, elle se retasse. Et ce qui arrive aux astronautes, eh ben, c'est ça, mais tout le temps, elle se retasse jamais. Et donc, quand ils reviennent, ils mesurent quelques centimètres de plus, quelques centimètres qui perdent rapidement ensuite. Et je crois que le record, c'était presque 10 centimètres de prix quand même. C'est pas mal. Mais qui sont reperdus assez rapidement après parce que bah, ta colonne vertébrale se retasse. Et à l'inverse, ils perdent 1% de la masse musculaire pour chaque mois passé dans l'espace s'ils font pas au moins 2 heures d'exercice musculaire par jour. Je dirais même plus, malgré le sport qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils souffrent Ouais. d'une forme d'ostéoporose malgré le sport. Et le sport est indispensable pour limiter les dégâts. Et je crois qu'ils ont une perte de masse osseuse qui est 10 fois supérieure à celle d'une femme ménopausée. Ah Souvent, ouais. les femmes ménopausées ont un problème, c'est un truc qu'il faut surveiller, c'est les problèmes d'ostéoporose, parce que l'absence de certaines hormones provoque une dégénérescence osseuse et une décalcification. Et du coup, les astronautes souffrent de ça puissance 10. Et c'est pour ça qu'ils font énormément de sport, pour solliciter leurs os en même temps que leurs muscles et pour limiter au maximum les dégâts. Mais les dégâts, il y en a quand même. Ceci étant dit, c'est pas irréversible. C'est-à-dire qu'une fois revenus sur Terre, ils finissent par récupérer. On s'imagine souvent que Heureusement. c'est un peu délétère d'aller dans l'espace, mais en vrai, quelqu'un qui fait un boulot où il porte régulièrement des charges lourdes s'abîme beaucoup plus la santé qu'un astronaute durant toute sa carrière. Voilà. Intéressant. Alors attends, j'ai mon fils qui. Ça va, chérie? Tu veux quoi? J'ai fini dans 2 minutes. En fait, ça coupe au bout d'une heure normalement. Donc, Ah, on c'est n'a pour pas ça que les lives font 1 heure, d'accord. exactement. Ok. Mais j'ai l'impression depuis quelques jours qu'ils sont plutôt cléments par rapport à ça. J'ai bien aimé. Est-ce que tu es content du petit tour d'horizon qu'on a fait là en très peu de temps, en 1 heure en fait? Bien sûr, bien Est-ce que ça sûr. te plaisait Alors j'avais d'autres infos, hein, bien sûr. Eh ben, écoute, c'est pas compliqué, mais à peu près tous les trucs que tu as dit, j'en ai déjà traité à un moment ou un autre dans une vidéo. Et je suis rentré plus en détail dedans. Voilà. C'est ça. Voilà. Bah Donc, oui, bah, c'est, je me suis un peu donc pour ceux inspirée que de ça ta chaîne, hein. intéresse, voilà. Entre Bah, ta donc, du chaîne et coup, puis des infos de Doc Seven et puis des petites choses trouvées à gauche à droite sur Internet que je trouvais intéressantes sur des revues scientifiques. Mais en gros, c'est ça. J'ai essayé de faire un tour d'horizon. Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que vous avez des questions à lui poser? J'avais eu des questions sur. J'avais eu des petites questions intéressantes. Ah oui, il disait que en fait, on avait découvert que la Voie lactée qui n'était pas un disque d'étoiles parfaitement plat, qu'en réalité, c'était tordu. Depuis en 2019, ils avaient découvert ça. alors, en fait, les galaxies, quelles qu'elles soient, sont soumises à la gravité de tout ce qui les entoure, y compris les autres galaxies. Et donc, c'est des disques, mais des disques qui ont tendance à onduler un peu. Et c'est parfaitement normal, en fait. Et alors, pour ceux qui se posent la question, alors ceux qui habitent en ville, ça va être un peu chiant, il va falloir prendre la bagnole. Bon, on est en train de déconfiner, donc ça devrait le faire. Allez vous paumer au fin fond de la Cambrousse, loin de tout éclairage public, loin de tout patelin, etc., vraiment au fin fond de la Cambrousse, un soir sans lune, quand il fait beau, et vous verrez un nuage légèrement plus clair que le fond du ciel traverser le ciel. Si vous restez suffisamment là-dessous, bah, vous pourrez distinguer des détails dedans, des nuages de gaz sombres, quelques nébuleuses, etc. Et ça, c'est la Voie lactée, et elle est totalement visible à l'œil nu. Voilà. Quel beau Mais il ne faut juste pas spectacle. être en ville. En ville, on ne la voit pas. Trop de Il pollution y a, il y lumineuse. a quelqu'un qui demandait c'est quoi une aurore boréale et est-ce qu'on peut la voir que dans près de la Laponie On peut, On peut en voir en France, mais c'est très rare. Et en Ouais. général, elles sont extrêmement ténues et elles tirent plutôt vers le rouge, ce qui fait qu'on les confond souvent avec la lumière des villes au loin. Mais ça arrive quand l'activité solaire est vraiment élevée. Et sinon, pour parler du phénomène en lui-même, eh ben, c'est exactement la même chose que ce qui se passe dans un tube néon ou dans un tube fluo quelconque. C'est-à-dire que l'air est ionisé, c'est-à-dire qu'on lui arrache des électrons, non, plutôt, dans le cas-là, on lui en apporte. Ça lui apporte une énergie dont il ne veut pas et il s'en débarrasse en émettant, enfin, les atomes se débarrassent de cette énergie en trop en émettant des photons. Et donc, ils émettent de la lumière. C'est l'air en lui-même qui se met à briller. Et c'est le même phénomène que celui dans un tube fluo. Donc, vous avez des aurores boréales dans votre garage quand vous allumez la lumière. Voilà. D'ailleurs, Ça sert à rien d'aller en Laponie, quoi. à ce propos, on dit aurore boréale au nord, aurore australe au sud et aurore polaire si on ne fait pas la différence. Voilà. Hmm.
Bah, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus, hein, parce que après, évidemment, on peut parler pendant genre. Ah bah, moi, je peux continuer toute la soirée, hein, mais bon, vaut mieux éviter, j'ai encore un montage sur le feu, là, sinon on va pas s'en sortir. Et une dernière chose, quelqu'un qui précisait qu'on a tendance à mettre toutes les galaxies dans le même panier, mais il faut faire attention parce que bon, une galaxie, c'est un amas d'étoiles et de planètes qui sont liées entre Ouais. elles par la gravité, sauf que les galaxies n'ont rien à voir les unes avec les autres. Par exemple, si on compare IS 1101 et SEC 2, par exemple, la première, c'est une galaxie assez jeune qui a 100 milliards, enfin avec 100 milliards d'années estimées, et l'autre, 100 milliards pardon, d'étoiles, je suis fatiguée, et l'autre, elle est vieille, elle contient que 1000 étoiles. Donc c'est Alors, comme comparer des choses qui sont complètement incomparables. c'est de nouveau un sujet vaste sur lequel tu me lances là. Mais alors, vous avez sûrement déjà entendu parler de Hubble. Alors, vous connaissez sûrement le télescope Hubble, mais il doit son nom à Edwin Hubble, qui est un astronome du début du siècle, et il est surtout connu en fait pour avoir dit deux choses: l'univers est en expansion et tout un tas de trucs qu'on observe ne sont pas juste des nuages de gaz au sein de la galaxie, mais d'autres galaxies. Et Hubble s'est notamment attelé à la classification des galaxies. Il a trouvé des galaxies spirales, des galaxies spirales barrées, des galaxies en forme de disque, des galaxies en forme de pet de mouche. Par exemple, sachez que notre galaxie, la Voie lactée, a deux satellites. Il y a deux petites galaxies qui lui tournent autour. C'est le petit et le grand nuage de Magellan. Mais si, comme je l'imagine, vous êtes nombreux à nous entendre là en France métropolitaine ou au Québec ou des endroits comme ça, vous ne les verrez pas parce qu'elles sont visibles uniquement dans l'hémisphère sud. Mais si vous êtes dans l'hémisphère sud, une nuit sans lune, vous observez la Voie lactée et vous verrez deux petites taches qui lui... Enfin, vous ne les verrez pas tourner, hein, mais elles lui tournent autour. Et ce sont deux petites galaxies qu'on dit irrégulières, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de forme définie. Et à contrario, la Voie lactée est une galaxie spirale barrée. C'est-à-dire qu'il y a une petite barre au milieu et puis des bras spiralés, il y en a trois ou quatre. Enfin voilà. Mais si vous cherchez classification de Hubble ou diagramme de Hubble, vous verrez toutes les possibilités qui existent en termes de forme de galaxie. Voilà. Quelle est la question qu'on te pose le plus souvent? Alors, c'est pas vraiment une question, mais le truc qu'on me demande le plus souvent, ça a toujours rapport aux extraterrestres, aux ovnis ou tout ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, au moins une fois par jour, j'ai un mail de quelqu'un qui pense avoir vu un ovni. Voilà. Donc, tu es obligé t'es obligé de parler de ça après, quoi, tu vois, dans les Et tu lui vidéos. réponds comment? Tu lui réponds Alors, ça dépend comment lui me parle, en fait. C'est-à-dire que, en général, il y a des tas de gens qui arrivent et qui sont juste avides de réponses. Et donc là, je leur réponds. Alors, si j'ai une réponse, je leur dis, bah, alors, ce que tu me montres sur ta photo, ta vidéo ou ce que tu me décris, c'est ça. Et souvent, il y a la réponse. Par exemple, en ce moment, des tas de gens voient des points brillants qui se suivent dans le ciel. C'est la constellation Starlink de Elon Musk. Bon, donc ça, quand on me le dit comme ça, il y a des points qui suivent, etc., je suis capable de le lire. Parfois, je n'en suis pas capable. Dans ce cas-là, je lui dis, bah écoute, je sais pas, contacte le GEPAN ou des gens qui vont peut-être faire une enquête. Et par contre, quand c'est quelqu'un qui vient, alors là, t'as vu, j'ai la preuve, hein, espèce de connard, machin, voilà, bah, alors, soit je réponds pas, soit il prend une réponse où je fais preuve d'un peu de créativité et de poésie, si tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, ouais, ça dépend de comment on m'aborde, parce que j'ai vraiment de tout, y compris en commentaire sous les vidéos. Il y a des tas de gens qui sont juste avides de réponses, qui sont juste curieux. Ben là, je vois pas pourquoi je leur répondrais méchamment. Par contre, il y a des gens qui pensent savoir et qui te prennent de haut et qui, tu sais, qui sont passifs-agressifs ou même agressifs tout court. Parfois, il y en a qui se gênent pas à balancer des insultes directes. Et là, dans ces cas-là, bah, moi, ma philosophie, c'est ah, bah, c'est toi qui as commencé. Maintenant, tu vas voir à quel point je suis créatif. Voilà. C'est comme ça que je marche. Mais comme en général, les gens sont juste curieux, bah, je me contente de leur répondre gentiment, quoi. Voilà. Je suis pas quelqu'un de méchant. Tant qu'on n'est pas méchant avec moi, sachez-le. C'est logique, c'est l'effet miroir. Les insultes, c'est la science des faibles et des ignorants. Ah, c'est pas mal ça. Les insultes, c'est la science des faibles. Et des Là, ignorants. Bah, d'ailleurs, là, les petites insultes qu'on a eues sur le live vont gentiment être signalées par Instagram qui maintenant envoie des amendes aux comptes qui ont des insulté. amendes. Oui, Sorties douilles. oui, ça y est, enfin. Comment c'est possible? Je ne sais pas. En tout cas, ils vont recevoir des amendes chez eux. Ils Ah, genre, doivent. t'es obligé de payer pour réactiver ton compte ou un truc comme ça ou... Je pense que c'est ça, oui. Je pense que c'est ça, je vais me renseigner. En tout cas, Eh, ils mais nous l'ont c'est annoncé partout. vachement bien ça. Bah, Putain, évidemment. faudrait que ça existe sur les autres plateformes. Bah, ça va Ouais. commencer. Hein. Eh, t'imagines s'il y a ça sur Twitter? Ah, mais la plateforme, elle ferme. Bah, il était temps. Hein, tout ce Ah, qui est mais c'est harcèlement, génial. insulte, Ah, il mais faut je que ça parte. savais pas ça, mais c'est génial.
C'est À génial comme vérifier, c'est des fonctionnalité. amis qui m'ont dit ça. Je vais vérifier auprès d'Instagram. J'ai un rendez-vous téléphonique avec eux demain. C'est génial. Je te confirmerai si c'est le cas. Ah, mais ouais, mais je suis preneur de l'info et j'espère que les autres vont faire pareil. Putain, ça ferait le ménage. Exactement. Génial. Ah ouais, ouais. Non, parce que il y a le gros problème sur les internets, c'est l'anonymat. Et quand il y a des gens qui savent qu'on ne saura jamais qui ils sont, ils se permettent tout et n'importe quoi. Et surtout le pire. Et c'est vrai que ça rend beaucoup de réseaux sociaux imbuvables, en fait. C'est infernal. Quelque part, ça révèle la vraie nature humaine, hein. Les gens, quand ils savent qu'ils ne seront pas punis, c'est là que tu vois que certains se transforment en salopards, malheureusement. Mais ouais, c'est un gros problème sur les réseaux sociaux, je trouve. En tout cas, merci pour ce que tu fais, ce que tu apportes, Mais de ton rien. travail, ton expertise. Moi, je suis ravie, vous voyez, sur mes lives, de vous proposer des gens que vous connaissiez peut-être pas. Je ne sais pas si tout le monde te connaissait, en tout cas, de faire découvrir, d'avoir du contenu de qualité, des thèmes à thème. Eux, ils veulent souvent que j'invite des acteurs de la série, par exemple, dans laquelle je joue, mais au bout d'un moment, on tourne en rond. C'est-à-dire que moi, ce qui me motive dans la vie, c'est apprendre des choses et transmettre. Je trouve qu'il n'y Mais a bien rien de sûr, plus moi beau. aussi. Et donc, c'est d'aller vers des domaines que je ne connais pas, passer une journée dessus, pouvoir discuter avec toi et tenir une conversation d'1h20 en comprenant quasiment tout ce que tu Bah, me dis. C'est ça que je écoute, trouve intéressant, même pour vous, en fait. t'as invité d'autres youtubeurs de Vulga, hein. Je crois que t'as invité Léo Grasset il n'y a pas longtemps. Léo Grasset, ouais. Voilà. Ouais, Si ouais, tu bien veux, sûr. si tu veux, j'ai deux, trois Christophe, contacts à te filer de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui éventuellement seront ravis de te répondre. Enfin, voilà. avec plaisir, ils font quoi? Bah, je sais pas, faut que j'y réfléchisse 2 secondes, mais par exemple, est-ce que tu connais Primum non nocere? Ah, Il ça me dit s'appelle. quelque chose. Ouais, alors lui, il s'appelle François. Dans la vie, il est bah, justement, il est cancérologue et il tient une chaîne YouTube sur la médecine. Très intéressant. Et il raconte aussi des trucs, mais complètement. Voilà. Qui est-ce que je pourrais te refiler encore? Je sais pas, moi. Dans quel domaine? Bon, alors, ça ne sera pas forcément des gens avec des très grosses chaînes YouTube, mais qui peuvent être extrêmement passionnants dans ce qu'ils font. Par exemple, comment elle s'appelle? Il y a Valentine et sa chaîne, c'est Sciences de comptoir. Elle est géologue. Par exemple, est-ce que tu savais que pour déterminer certaines propriétés d'une pierre, on peut simplement la lécher? Les géologues lèchent les cailloux. Ah non, Bah voilà, des trucs comme ça, quoi. Donc c'est elle aura peut-être drôle. des histoires à raconter, je sais pas, des gens comme ça. Après, bon, évidemment, j'en connais plein aussi dans l'astronomie, donc bon, ça risque de faire un peu rébarbatif. Mais je peux me poser la question de chercher dans mes contacts vulgarisateurs qui auraient éventuellement des choses à raconter, et puis je te refile les contacts, et après tu te débrouilles avec eux. Il y a des gens qui me demandent Manon Bril. C'est vrai que je ne l'ai pas encore invitée. Eh J'aime beaucoup ben, cette personne. écoute, si tu veux son contact, je peux te le filer Ouais. après. Voilà, elle est extrêmement intéressante. Il y a aussi, j'ai failli dire son prénom, faut pas le dire, Castor Moser, qui est extrêmement intéressante aussi. Elle parle des petites bêtes en général, genre les parasites intestinaux, des trucs absolument charmants. Sa chaîne est géniale. Je peux aussi te filer. Alors, j'ai pas, j'ai peut-être un numéro de téléphone, il faut que je regarde, mais bon, j'ai leur contact. À la limite, je peux. Bah, est-ce que ça vous plaît tous? Parce que ça, c'est des gens qui auront aussi des anecdotes à raconter pendant des heures, je pense. Moi, je trouve ça formidable. Moi, c'est ce qui m'a le plus plu dans ce confinement, c'est donc le partage avec ma communauté et tout ce que j'ai appris. Tout ce que j'ai appris, j'ai jamais autant bûché, lu de choses. J'avais l'impression de retourner à l'université. Moi, j'ai un bac plus 5 en économie et gestion, donc rien à voir. Et je trouve que j'ai appris des choses un peu autour de l'économie, de l'argent qui me plaisaient pas forcément, alors que j'aurais adoré faire des études un petit peu plus soit scientifiques, soit sociologiques, en tout cas qui font un peu plus appel à des concepts euh, moins tournés vers l'économie, en tout cas moins tournés Ouais, mais vers tu le sais, capitalisme, tu vois. je pense que aujourd'hui on vit à une époque formidable où ce genre de choses, bah, ça se trouve en accès libre sur Internet. Alors évidemment, il faut chercher aux bons endroits. C'est pas forcément évident, il faut la méthode et tout. Mais ne serait-ce que rien que sur YouTube, hein, le nombre de chaînes de vulga qu'on a aujourd'hui, il y a énormément de choses. Mais on vit à une époque formidable où toute la connaissance de l'humanité est littéralement disponible dans notre poche. Avant, on allait C'est- au CDI. Je me Avant, on souviens allait au pour aller CDI. Oh là là, mais quelle merde ce truc en plus, les bouquins, il y a, il y a- à il y a la des gens qui ont cherché. bibliothèque. Moi, j'allais à la bibliothèque François Mitterrand à Paris avec ma petite carte pour Putain. lire. Moi, j'avais la bibliothèque du Palais universitaire à Strasbourg, enfin les bibliothèques, parce qu'il y en avait une par institut. Et
Et aujourd'hui, enfin, c'était quand j'ai fait mes études, j'avais déjà accès à Internet. Hein. Je suis pas vieux à ce point-là, mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a ne serait-ce que 30 ou 40 ans, ou même quand je pense justement aux grands scientifiques des siècles derniers, si la science mettait autant de temps à progresser à l'époque, c'est parce que chacun redécouvrait dans son coin les choses que d'autres avaient déjà découvertes. Mais Alors bien qu'aujourd'hui, sûr. avec Internet, quelque part, quelqu'un dans le monde découvre un truc, il le dit à tout le monde, il le publie dans des revues scientifiques. Et les gars, j'ai trouvé ça. Et ça permet aux autres de ne pas avoir à refaire le boulot et à tout de suite prendre la suite, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la science va beaucoup plus vite qu'il y a 100 ou 150 ans. Même s'il y avait déjà des bouquins à l'époque, il y a 500 ans, bah, pour imprimer un bouquin, déjà c'était compliqué, tu le faisais en 30 exemplaires, et puis après, il fallait se le procurer, fallait machin, c'était la galère. Aujourd'hui, on vit à une époque formidable où tout le monde C'est peut peut-être accéder pour à ça la qu'ils connaissance. pensaient qu'ils avaient découvert quelque chose, alors qu'en fait, c'était un autre qui l'avait Et découvert, genre. c'est pour ça qu'il y a énormément de lois ou de théorèmes qui portent deux noms. Oui, Parce qu'il y en a deux qui l'ont découvert en même temps, et donc bah, on va donner le nom des deux, comme ça on fait pas de jaloux, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui ça, c'est tellement plus. Et pourtant, aujourd'hui, bah, on a beau avoir accès à toute la connaissance, eh ben, il y en a qui se contentent d'aller chercher des théories conspires. c'est C'est bien dommage. triste, c'est Alors, triste. je vous fais un gros bisou parce que j'ai un petit bonhomme de 7 ans qui s'ennuie et je dois aller m'occuper de lui. Je suis désolée. Et moi, il faut que je retourne au boulot. Je C'est pourrais mon parler comme ça moment des heures, mais il maman. faut que je retourne au boulot. Je te remercie pour ta disponibilité et puis Mais il n'y a pas de ta problème. générosité dans les infos. Il y a pas de... Et si tu es consentant, cette vidéo pourra être sur YouTube, sur ma chaîne, dès demain. Si tu regrettes rien de ce que tu as dit, à ce moment-là, je peux la publier. Je ne regrette jamais rien de ce que je dis. Je pars toujours du principe que ce que je dis sera entendu ailleurs, etc. Donc je pense ce que je dis ce que je pense. Et comme ça, il n'y a pas de lézard. Toujours. Eh ben, je t'embrasse, je te remercie. Je vous fais des gros bisous à vous tous. Et demain, je fais un live musique avec Offenbach, le groupe Offenbach. Je ne sais pas si tu connais. Cool. Euh, Bah oui, oui, cool. voilà. Donc, et on parlera fun facts autour de la musique. Donc, rien à voir, tu vois. Et mercredi, ça sera avec Julien Méniel. On parlera de ce qui se passe dans ton corps quand tu attrapes un virus, les gestes barrières et ce qu'il faut faire pour éviter une deuxième vague de reconfinement. Voilà. Eh ben, tu lui passeras le bonjour. Avec grand plaisir, c'est un ami. Voilà. Et je dis peut-être Manon Bril ou quelqu'un que tu m'auras conseillé Eh ben, avec écoute, grand plaisir. alors, je me connais, je vais oublier. Dès que ce live est terminé, tu m'envoies un message et puis Ça je te marche, file les coordonnées dont je dispose, ok? ça marche. Ça sera pas forcément des numéros de téléphone, ça sera peut-être des trucs, mais voilà. Hein. Bisous à tous, à toutes, et je vais m'occuper de mon enfant. Bisous, À la ciao, longueur. je suis à toi. Alors, il faut que je coupe un truc, moi, ou comment ça se passe?